Vous êtes sur TV5 Monde, soyez les bienvenus dans ce nouveau numéro de Kiosque. Ravi de vous retrouver ici en plateau et sur les réseaux sociaux, sur Instagram, Facebook et Twitter, avec le hashtag Kiosque. Voici tout de suite le sommaire. Qu'attendent les Sénégalais du second mandat de Macky Sall, réélu au premier tour? Les perdants rejettent le résultat mais ne déposeront pas de recours. Quelles leçons tirer de ce scrutin émaillé de critiques dans ce pays réputé comme un modèle de démocratie en Afrique? Un vent de révolte souffle-t-il sur l'Algérie? Depuis une semaine, la population manifeste contre un 5e mandat d'Abdelaziz Bouteflika. Hospitalisé en Suisse, l'impotent président pourra-t-il déposer sa candidature? Le régime a-t-il un plan B? Que faire des djihadistes européens? Les juger sur place, les rapatrier? La question divise. Cette semaine, la France a délocalisé la problématique en Irak, qui va juger 13 de ses ressortissants. Quelle contrepartie pour Bagdad? Et que reste-t-il du groupe État islamique? Zone de forte turbulence pour Air France KLM, désireux de défendre ses intérêts. L'État néerlandais a fait une irruption surprise au capital de la compagnie aérienne. La France a-t-elle raison d'être énervée? On en parle tout de suite avec nos kiosqueurs et les kiosqueurs du jour. Eh bien, les voici. Myriam Benrad, politologue. Vous enseignez les sciences politiques à l'université de Leiden aux Pays-Bas, spécialiste du monde musulman. Auteur de Djihad, des origines religieuses à l'idéologie, idées reçues sur une notion controversée, aux éditions Le Cavalier Bleu. Rosa Moussaoui, grand reporter au service international de l'humanité, vos terrains de prédilection, le Maghreb et l'Afrique de l'Ouest. Ziad Limam, directeur et rédacteur en chef d'Afrique Magazine, mensuel francophone international édité en France et consacré au continent africain sous différents prismes, société, culture, politique. Et enfin Yann Mince, rédacteur en chef de la rubrique internationale du magazine Alternatives économiques. Vous êtes l'auteur de 30 questions pour comprendre les tensions dans le monde musulman aux éditions Les Petits Matins. Merci à vous quatre d'être ici en plateau pour faire un tour de l'actualité et nous livrer votre analyse. Au Sénégal, l'attente a paru longue, elle a été fébrile depuis dimanche, jour de présidentielle. Verdict hier jeudi, le président Macky Sall est réélu dès le premier tour par KO. Victoire, victoire, victoire. C'est une victoire à la majorité absolue pour leur candidat. Macky Sall, au pouvoir depuis 2012, est réélu pour un second mandat selon les résultats officiels provisoires. Macky Sall, 2 554 605, soit 58,27%. Le président sortant remporte l'élection contre son principal opposant Idrissa Seck, crédité de 20,50% des suffrages. Ousmane Sonko obtient lui 15,67% des voix, suivi par Issa Sall et Madické Niang, loin derrière. Un verdict très attendu car depuis plusieurs jours, une guerre des chiffres se jouait entre les différents camps. Dimanche soir, le Premier ministre sénégalais avait revendiqué la victoire du président sortant selon les premières estimations, bousculant le calendrier habituel. Des déclarations qui avaient entraîné la colère des autres candidats. À l'annonce des résultats provisoires, les 4 opposants à Macky Sall se sont réunis ce jeudi pour signer un communiqué conjoint. Nous rejetons fermement et sans aucune réserve ce résultat. Mais devant le siège de campagne d'Idrissa Seck, certains militants ne cachent pas leur colère. On est pour le second tour. Macky Sall, il ne peut pas gagner au premier tour avec 58%. C'est impossible. Les candidats excluent cependant de déposer un recours devant le Conseil constitutionnel. Quant au président Macky Sall, il ne s'exprimera pas avant la proclamation des résultats définitifs par ce même Conseil. Et puis un résultat donc sans appel pour Macky Sall. Ziad, on s'y attendait? C'était un peu ce qu'on pouvait imaginer? Non, il y avait un enjeu qui était de savoir est-ce que ça serait une élection au premier tour ou au deuxième tour. Franchement, je ne crois pas qu'il y ait eu... Quand vous posiez la question au début en disant est-ce que la démocratie sénégalaise est toujours emblématique, oui, elle est toujours, excusez-moi, elle reste toujours un exemple, d'abord parce qu'elle est assez peu marquée par des questions purement, j'allais dire, identitaires, ethniques, régionalistes, contrairement aux autres élections de la région et du reste de l'Afrique subsaharienne. Donc c'est un vrai débat de personnes, même si on sait qu'il y a des influences qui jouent. La deuxième chose, c'est qu'il ne faut pas oublier non plus qu'il est le président et le patron d'une large coalition qui a absorbé le Parti socialiste, qui pour la première fois de son existence ne présentait pas de candidat, donc il y a une vraie base politique et qui sort aussi d'un mandat où on a eu pour la première fois au Sénégal, ce qui n'était pas évident, des taux de croissance très élevés. Le Sénégal a toujours été un pays très emblématique
mais avec une espèce de poussivité économique qui s'était installée au fil des années, y compris à la belle époque d'Abdou Diouf et même au début de l'époque d'Abdoulaye Wade. Donc là, il a apporté un rythme. C'est clair qu'il était l'ultra favori. Et la dernière chose, c'est que je ne pense pas excusez-moi du terme, je ne pense pas qu'au Sénégal on truande. Ça peut, sur la marge, sur des détails, sur des coins, mais ça ne peut pas remettre en cause un résultat. Alors, les 4 autres candidats se partagent le reste des voix. L'ex-premier ministre Idrissa Seck obtient 20,5% des voix. Le député anti-système Ousmane Sonko, 15,67%. Les 2 autres sont loin derrière. Les 4 candidats disent rejeter le résultat, c'est ce qu'on disait, mais ne pas vouloir déposer de recours au Conseil constitutionnel. L'opposition jette l'éponge, Rosa. Pourquoi ? Je crois qu'effectivement, je rejoins Ziad. La principale force de Macky Sall, c'est d'avoir su neutraliser l'opposition. Il avait su déjà, lors de la dernière élection présidentielle, entre les 2 tours, fédérer Moustapha Niasse, Ousmane Tanor Dieng et digérer en quelque sorte toute cette coalition. Et le problème aujourd'hui, c'est que le mécontentement qui s'exprime, il n'est pas tant sur la transparence des urnes ou sur le processus électoral, il est sur un bilan social qui est extrêmement médiocre. Macky Sall est un libéral, il a fait le choix de grands travaux d'infrastructures prestigieux, mais pas du tout d'une croissance sociale ou de réponses très concrètes aux problèmes, par exemple, du chômage des jeunes. Et on voit bien que toute cette génération qui avait participé à la contestation du pouvoir de Wade, tous ces jeunes de Y en a marre, et ils sont aujourd'hui et depuis un moment maintenant très critiques sur le bilan de Macky Sall. Là-dessus, sur ce bilan, Yann ? Oui, je crois qu'effectivement, Macky Sall a fait le choix des investissements en infrastructure, des grands investissements, des choses qui se voient, des choses très spectaculaires. Il a laissé de côté, on le voit dans les chiffres, des dépenses d'éducation, des dépenses de santé, qui sont très médiocres par rapport à d'autres pays, même d'autres pays de la région. Donc effectivement, on a un gros retard là-dessus. Il a fait le choix du visible sur le premier mandat. Est-ce qu'il va faire un choix différent sur le deuxième ? Moi, ce que je note, en tout cas en termes démocratiques, c'est que, si je ne dis pas de bêtises, 66% des Sénégalais sont allés voter, des électeurs sont allés voter, ce qui veut dire qu'ils ont quand même confiance globalement dans le fait qu'il se passe quelque chose d'important et que c'est eux qui décident. Sinon, ils n'y seraient pas allés. Il me semble qu'en 2012, il y avait beaucoup moins de participation. Donc effectivement, il y a une crédibilité. Alors après, effectivement, il y a tout ce qui pèse au-dessus de Macky Sall sur le fait que certains de ses principaux opposants n'ont pas pu se présenter pour des affaires de justice. Mais en tout cas, pour ce qui est du processus électoral lui-même, et attention, les élections, c'est pas tout l'état de droit. Les élections, c'est une partie de l'état de droit. Mais sur ce qui concerne les élections, je n'ai pas le sentiment, sans être un spécialiste inégal, qu'il y a eu beaucoup de tripatouillage d'urnes. Et d'ailleurs, la meilleure preuve, c'est qu'effectivement, les candidats de l'opposition ne portent pas de recours. S'ils avaient eu l'idée que les recours puissent fonctionner, ils auraient essayé. Là, ils n'essayent même pas. Myriam, votre regard de politologue sur cette élection au Sénégal ? Oui, alors la question du processus électoral, elle est intéressante parce qu'en réalité, la contestation, elle porte vraiment sur le processus en lui-même. Il y a eu sans doute quand même des irrégularités où il y a le système de parrainage qui a permis d'évacuer une grande partie de l'opposition, enfin des candidats. Donc le processus, il pose question, ça ne remet pas en cause fondamentalement la démocratie sénégalaise, pour plusieurs raisons. Comme Yann Mans l'a précisé, le taux de participation qui est quand même significatif, qui prouve qu'il y a une mobilisation de la population, donc il y a une adhésion au système des urnes, il y a encore tout de même la croyance collective en cette démocratie, qui est tout de même à l'échelle de l'Afrique de l'Ouest la plus stable, quoi qu'on en dise. Et puis après, cette opposition... Elle a peu d'arguments en fait à opposer au bilan, sauf sur la question sociale, mais en matière de croissance économique, il est vrai tout de même qu'il y a un résultat qui est là. Et par ailleurs, une chose importante, il est soutenu par l'ensemble des institutions internationales. Le FMI, la Banque mondiale ont fait des déclarations pour l'appuyer. Donc il a l'appui de la communauté internationale en réalité. Il a l'appui des États-Unis. Il y a quand même une forte aussi dimension internationale dans cette élection, quoi qu'on en dise. Avec ces projets de grands travaux, d'infrastructures. La vraie question, comme il a été souligné, c'est la question sociale, la question de la pauvreté, des inégalités. En quoi cette croissance va pouvoir, à terme, sur le long terme, profiter à une population qui explose et surtout, juste une dernière chose, de plus en plus urbaine, parce qu'il y a aussi quand même ces disparités entre les campagnes et les villes. Yann et ensuite Ziad. Deux choses. Moi, je pense que Macky Sall a fait une erreur, c'est d'annoncer le chaos debout avant l'élection. Pourquoi il faut qu'il promette ça ? Ça sert absolument à rien et ça ouvre l'idée que les élections vont être manipulées parce qu'il promet la victoire au premier tour. Il peut dire qu'il l'espère, mais pas la promettre, pas la proclamer de cette façon-là. La deuxième chose, c'est ce que n'a pas encore réussi à faire Macky Sall sur le plan économique, c'est attirer des investisseurs privés étrangers en grand nombre. Or, l'argent public ne suffira pas. Le Sénégal est un pays qui s'est beaucoup endetté et donc là, il y a une hypothèque qui pèse sur le deuxième mandat.
Ziad, vous voulez intervenir ? La problématique qu'on a au Sénégal, qu'on a en Côte d'Ivoire, qu'on a au Ghana, qu'on a dans plusieurs pays d'Afrique, c'est comment transformer des situations qui étaient des situations d'atonie de croissance, c'est-à-dire des longues périodes, 10-15 ans, 1%, 2%, etc., accroissement démographique, la situation se déglingue. On passe à une deuxième phase qui a été théorisée. Ces investissements et les infrastructures, c'est pas venu de nulle part. C'est venu d'une discussion entre les États, les bailleurs, privés, publics, en disant on ne peut pas faire un mouvement d'émergence en Afrique sans créer les infrastructures de base, les routes, les autoroutes, les aéroports, les ponts. Je pense en particulier, dans le cas du Sénégal, à ce pont particulièrement emblématique qui permet enfin 50 ans après l'indépendance, d'aller en Gambie sans faire tout le tour et faire 600 km. Donc tout ça, c'était clair que c'était une démarche. Et on a les mêmes démarches sur toute l'Afrique de l'Ouest. Après, la difficulté, c'est comment on transforme 8% de croissance, 7% de croissance, en quelque chose de plus inclusif. Et en particulier, comment on sort de Dakar, comment on sort d'Abidjan, comment on sort de Accra et comment on va 500 km plus loin, 200 km plus loin, comment on arrive à créer de la croissance inclusive. Et là, il y a un vrai débat qui n'est pas que social, parce que ces gens qui ne travaillent pas, ces chômeurs des campagnes, etc., politiquement, c'est explosif, un jour ou l'autre. Un jour ou l'autre, ça va s'exprimer. Et donc, il y a besoin d'avoir un dialogue aussi avec cette autre Afrique qui n'est pas encore dans le train de l'émergence. Non, je voulais juste rebondir sur ce que vous disiez, la question sociale explosive. C'est un pays d'émeutes, le Sénégal. Et puis alors, sur la question de l'inclusivité, parce que quand on dit inclusif, il faut bien se comprendre. Ce qui empêche une croissance d'être inclusive, c'est la question des institutions. Parce qu'on parle de démocratie, d'état de droit, il y a un problème au niveau institutionnel. Il y a un problème quand même au niveau aussi de ceux qui détiennent le pouvoir et qui n'ont pas forcément la volonté, au-delà de ces grands projets qui profitent essentiellement à Dakar, il faut le dire, et bien effectivement d'aller vers... Non, c'est un peu sévère, moi je trouve. Il ne faut pas oublier d'où on vient. On part toujours du principe que... Non, on part d'une situation d'extrême pauvreté il y a 20 ans. Je vous rappelle les dates, les plans d'ajustement structurel, la dévaluation du franc CFA, toute cette série d'événements qui ont mis à genoux la zone ouest africaine et la zone centrafricaine. Donc on est dans quelque chose qui redémarre. Et donc je suis d'accord, il y a des intérêts, il y a des gens qui se sucrent au passage, etc. Mais il y a des formidables défis macroéconomiques qui ne sont pas si simples que ça à résoudre. Rosa ? Oui, alors c'est un pays où la tradition, la pratique démocratique est ancrée, peut-être plus que dans d'autres pays de la région. En même temps, le problème, c'est qu'il y a le sentiment chez les électeurs d'une forme de continuité politique au gré des alternances. On sait bien que Macky Sall, il a bâti sa carrière politique à l'ombre d'Abdoulaye Wade. La rupture, elle a été tardive, elle n'a pas été une rupture politique ni idéologique. D'ailleurs, lui-même le raconte un peu dans son autobiographie parue avant les élections. Il dit il y avait 3 fils, il y avait Karim Ouad, Idrissa Seck et moi-même. Et il tue le père, pas du tout pour des raisons politiques, plutôt parce que ce père politique avait fait le choix d'une succession dynastique qui a fait d'ailleurs qu'il a ensuite été balayé. Mais je crois qu'il y a cette idée qui s'est installée et qui suscite un peu de l'amertume, qui est qu'au gré des alternances, les mêmes politiques sont conduites et qu'elles n'apportent pas des réponses aux enjeux principaux. Et l'enjeu numéro 1 dans ce pays, mais sur tout le continent, c'est la question du chômage de la jeunesse. Et un second mandat, on verra si Macky Sall arrive à adresser cette problématique pendant son second mandat. J'en profite pour signaler sur TV5 Monde aujourd'hui la journée spéciale de la rédaction Démocratie, nouveau défi. On y a un petit peu consacré de temps aussi via le Sénégal, qui est un exemple intéressant. Je vous propose qu'on en vienne maintenant à ce scénario extravagant. Prenez un président qui ne s'est plus exprimé en public depuis 2012, réélu en 2014 malgré un AVC, il brille un nouveau mandat avec toutes les chances de l'emporter à nouveau. Sauf que, cette fois, les Algériens n'en veulent plus. Depuis une semaine, ils manifestent contre la perspective d'un 5e mandat d'Abdelaziz Bouteflika. Mardi, les étudiants se sont mobilisés. Notre situation est catastrophique. Le président est absent. Les autres responsables ont pillé le pays. Leur argent et leurs enfants sont à l'étranger. On vit dans la misère. Et au lieu d'améliorer nos conditions d'études, ils ont construit une mosquée à coût de milliards de dollars. Personne ne se soucie de nous. On est contre le 5e mandat de Bouteflika.
à un moment donné, il doit céder sa place. C'est obligatoire. C'est une démocratie, c'est pas une royauté ou bien quelque chose d'autre. Donc on est tous révoltés aujourd'hui, on est tous unis et tous pour le changement. Étudiants contre le 5e mandat. Et c'est une nouvelle journée de mobilisation ce vendredi encore. Il y aurait plus de monde qu'il y a une semaine. On n'avait pas vu ça depuis 2001 lorsque la Kabylie s'était soulevée. Cette fois, c'est tout le pays qui est concerné. Rosa, vous suivez de très près cette actualité en Algérie. Est-ce que ce qui se passe vous surprend? L'ampleur de ces manifestations vous surprend? L'existence même de manifestations ne me surprend pas. Par contre, leur ampleur et le fait qu'elles se déroulent aujourd'hui sur tout le territoire est quelque chose de tout à fait inédit. Il faut se souvenir effectivement qu'en 2001, la contestation était restée circonscrite à la Kabylie, même s'il y avait eu un peu des effets de contagion. Et même si on remonte à 88, au soulèvement d'octobre 88, à l'époque, les émeutes étaient là aussi circonscrites à Alger, dans quelques grandes agglomérations. Comment on l'explique? Parce qu'en 2014, c'était quand même déjà le 4e mandat d'Abdelaziz Bouteflika. Bon, c'était plutôt passé, pas inaperçu, mais enfin, il n'y avait pas eu ces manifestations. Qu'est-ce qui a changé maintenant? C'était pas le grand enthousiasme non plus à l'époque, mais en même temps, on était encore très près des printemps arabes, que les Algériens ont regardé avec une forme de défiance en disant nous sommes soulevés pour exiger la démocratie, et cela a conduit à la décennie noire, à 10 ans de guerre intérieure avec 100 à 200 000 morts. Ils étaient un peu échaudés par leur expérience. Il y avait ce chantage à la déstabilisation que manie le régime depuis bien longtemps et qui faisait encore son effet. Là, je crois qu'il y a un sentiment d'humiliation véritablement. Il y a l'exigence d'une représentation digne de l'Algérie, et les Algériens ne pensaient pas forcément que ce scénario du 5e mandat serait poussé comme ça jusqu'au bout. Ils ont eu un sentiment d'être véritablement humiliés par cette démarche-là, et c'est ça qui déborde. L'autre élément intéressant, si on observe ce qui se passe depuis une semaine, c'est que pour l'instant, ni la police ni l'armée ne sont intervenus. Est-ce que ça va durer comme ça? Je crois qu'à l'intérieur même du système, la candidature d'Abdelaziz Bouteflika ne fait pas du tout consensus, ni à l'intérieur de l'armée, ni sur l'échiquier politique. Il n'y a pas de consensus qui s'est dégagé pour un plan B. C'est sans doute la raison pour laquelle il y a cette espèce de passage en force. En 2014 non plus, cette candidature à un 4e mandat ne faisait pas consensus, mais on sent bien qu'il y a des choses à l'intérieur même du régime qui sont en train de se disloquer. Et ça pourrait faire la différence peut-être? Ça pourrait faire la différence, et ça explique peut-être qu'une partie de l'appareil sécuritaire ne fait pas pour l'instant le choix de la répression. En même temps, on ne peut pas exclure qu'il puisse y avoir une réponse autoritaire et répressive dans les jours qui viennent. Tout est possible. Alors, votre journal L'Humanité met en une cette actualité aujourd'hui, ce vendredi, avec ce titre en arabe, Karama, la dignité. Il y a des revendications politiques, il y a des revendications socio-économiques aussi. Est-ce qu'il y a les ingrédients d'une révolte en Algérie en ce moment, Yann? Les ingrédients, oui, ça fait longtemps qu'il y a les ingrédients d'une révolte en Algérie. Vous avez un taux de chômage très important, notamment chez les jeunes, ceux qui manifestent. Vous avez un régime totalement corrompu. Vous avez des entrepreneurs, les seuls qui fonctionnent, qui sont ceux qui sont proches du régime, et les autres sont ou écartés ou empêchés de travailler. Il y a tout ce qu'il faut. La question, c'est est-ce que l'effet de la décennie noire, la décennie de la guerre civile, dure encore, et à quel point, parce qu'il n'y a pas que les printemps arabes, à quel point le repoussoir libyen est aussi important. Il faut se souvenir que la Libye, c'est aujourd'hui un trou noir dans le Maghreb, avec encore beaucoup de violence, et qu'effectivement, le régime fera jouer là-dessus. Et on sent déjà que les premières manifestations, les premières paroles du régime, c'est là-dessus, c'est attention, la déstabilisation, la main de l'étranger. Un argument classique en Algérie, c'est toujours la main de l'étranger. Alors, ça n'a pas l'air de prendre cette fois. Ça n'a pas l'air de prendre. La question, c'est qui va continuer à manifester et qui sera les manifestations? Est-ce que ce sera uniquement des jeunes, donc ceux pour qui la décennie noire, c'est loin, c'est pas leur histoire personnelle, même si c'est celle de leur famille éventuellement, ou est-ce qu'on va voir d'autres gens et d'autres zones que les zones urbaines se joindre aux manifestations? Et là, pour l'instant, on n'en voit pas. Myriam? Je pense que, c'est pas le premier mouvement social, mais une des questions, en tout cas, dans cette contestation, c'est l'organisation. On n'est pas un mouvement organisé, on est plutôt sur un mouvement spontané, d'expression populaire, de revendication de la dignité, ce qui est très semblable aux revendications qui étaient celles des soulèvements arabes de 2011 et d'autres révoltes. Alors la dignité politique, évidemment, d'une population, en tout cas sur le plan urbain, éduquée, qui a envie d'un espace politique autonome, et qui puissent finalement s'engager dans un dialogue. Mais en fait, là, je pense que ce qu'il faut poser comme question, au-delà de la figure de Bouteflika, l'impotent, l'infirme, après, on sait tous quelle est la situation du président algérien, mais la vraie question ici, c'est qui détient le pouvoir en Algérie?
Et derrière Bouteflika, vous avez un système. Un système, le frère, il y a l'armée, les généraux, le patronat, il y a un certain nombre d'acteurs qui n'ont pas d'intérêt, qui sont très puissants, et qui n'ont aucun intérêt à voir les choses changer. Mais là, ce que les Algériens disent dans la rue, c'est le 5e mandat d'Abdelaziz Bouteflika, mais c'est le régime qui est pointé du doigt. Le système dégage, ils disent FLN au musée, ça c'est des choses qu'on a entendues dans des précédents soulèvements du peuple algérien, mais ce sentiment que l'indépendance a été confisquée par un clan, par des clans, c'est une idée qui est très très ancrée. On a construit un peu l'image d'une Algérie apathique depuis 20 ans. C'est pas vrai, il s'est passé énormément de choses en Algérie. Il y a 2 ans, il y a eu 10 000 émeutes sur tout le territoire, alors très circonscrites, sur des revendications très précises, liées au travail, au logement, mais c'est une société qui est en mouvement. Les jeunes qui sont aujourd'hui dans la rue, ils ont 20 ans, ils n'ont connu que Bouteflika, et ils ont vraiment un désir de changement et de se réapproprier leur destin. Alors Ziane et Myriam ensuite. Non, puis en fait, il y a une anxiété quand même majeure. C'est en admettant qu'on arrive à faire sauter le bouchon, à changer le système, on va vers quoi? Et comme c'est un pays qui vit, comme vous dites, depuis près de 60 ans sur un système quasi parti unique, post-parti unique, et puis aussi sur un arrangement maintenant entre le FLN et les composantes islamistes de la société, donc on se demande par quelle magie institutionnelle on pourrait sortir d'une crise comme ça, dans quelque chose qui serait transitionnel vers un nouveau système. Donc ça, je pense que c'est une véritable anxiété. La deuxième chose aussi, c'est que le régime, pendant quelques années, a joué sur la stabilité, ce qui était relativement bref. Vous avez parlé de la Libye, de la situation en Tunisie, qui a aussi servi l'agitation tunisienne, etc., qui a servi d'un peu de repoussoir. Et puis surtout, il y avait l'argent du pétrole. Il y a eu une période où la stabilité a été financée par les pétrodollars, un État par les gazier grands et travaux, pétrolier. État gazier, pétrolier, les salaires de la fonction publique, les grands travaux, on en parlait, etc. Donc ça a permis de tenir pendant un certain temps. Mais une fois que vous avez plus cette manne pétrolière, une fois que le pétrole a diminué de $100 à $65, on redécouvre cette Algérie mal gérée. On redécouvre ce pays immense, doté de richesses, de potentiel humain, etc., qui n'est pas à sa mesure, qui n'est pas dans son potentiel. Et donc ces jeunes qui ont 20 ans, non seulement ils en ont ras-le-bol du FLN, non seulement ils en ont ras-le-bol qu'on leur parle des Moudjahid, qu'on leur parle de la décennie noire, etc., et en plus, ils sont coincés dans un périmètre où il n'y a pas d'opportunité. L'opportunité, elle est en France, elle est peut-être à côté, elle est en Tunisie, mais elle n'est pas là. Et donc, c'est forcément d'une frustration énorme. Et l'humiliation, je pense, ça, c'est une réalité. De dire, on n'a pas trouvé de solution, donc on refait un 5e mandat. Je pense que les gens ne peuvent que se sentir... Myriam. Non, je pense que Moussaoui a soulevé un point important, c'est la question de l'État postcolonial. Parce qu'en réalité, il y a cette question de l'État-nation postcolonial qui s'est fait finalement approprier par ce pouvoir clan, ce pouvoir clique. C'est pas d'ailleurs propre simplement à l'Algérie, c'est un schéma qu'on voit partout s'installer dans les pays arabes post-décolonisation. Donc c'est la question de la légitimité finalement qui se pose. Quelle légitimité du pouvoir en rapport à cette société, comme je l'ai dit, qui revendique un espace politique d'expression, d'autonomie et donc qui veut une réforme profonde de la pratique du pouvoir. Un pouvoir qui est patrimonial, qui, comme vous l'avez dit, rentier. Je ne sais pas si on peut parler de mauvaise gestion, mais en tout cas une gestion qui ne profite pas à la population, la corruption qui est endémique, etc. Donc, encore une fois, ces manifestations, elles traduisent un ras-le-bol, une demande de dignité, un sentiment d'humiliation face à la figure de Bouteflika, mais aussi au système. Mais une chose, l'armée, elle a vraiment les moyens, non seulement de la répression, on verra ce qui va se passer dans les jours qui viennent. Mais au-delà de la répression, on pourrait aboutir à un scénario encore plus autoritaire, il ne faut pas l'exclure, que ce qu'on a aujourd'hui, ce qu'on a vu dans d'autres pays arabes. Yann. Il y a une dimension effectivement qui touche l'armée, c'est que Bouteflika, depuis qu'il est arrivé au pouvoir, a dégagé un certain nombre de généraux, en a écarté, il essaie de concentrer les pouvoirs, contrôle de l'armée plus près de lui et plus près de Gaïd Salah, le chef d'état-major des armées. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de mécontents aussi de l'autre côté. Il y a beaucoup d'anciens généraux, de généraux écartés. Il y a ces sombres histoires de gens qui ont été arrêtés pour du trafic de cocaïne, 700 kilos de cocaïne dans le port d'Oran, ça fait quand même beaucoup, et qui ont été libérés, en tout cas en conditionnel, par Bouteflika. Donc il y a des tensions au sein de l'armée. Moi, je ne suis pas du tout un spécialiste de l'armée algérienne, et je crois que c'est assez opaque, mais il n'y a pas que des gens qui le soutiennent là-dedans. Et donc un mouvement populaire comme ça peut aussi être utilisé dans des
règlement de compte. Je pense que quand on parle d'armée, exactement ce que vous dites, quand on parle d'armée, il ne faut pas croire que c'est un bloc monolithique. C'est un bloc qui lui-même est composé de jeunes Algériens. Si vous descendez en dessous des généraux, les lieutenants, les officiers, les officiers de ce qu'on appelle les officiers du rang et tout ça, c'est des gens qui vivent en Algérie. Ils ne sont pas externes. La deuxième chose, je pense que le message de ces gens dans la rue, il est très simple. Ils ne sont pas en train de parler de révolution. Ils ne sont pas en train de dire qu'il faut faire sauter le système. Ils ont dit c'est la fin d'une époque. Et ça, je crois que ça va rester, quelle que soit la solution qui sortira ensuite, que ça soit un durcissement, que ça soit une ouverture, mais c'est la fin d'une époque. Vous ne pouvez pas nous faire croire que l'époque que vous essayez de faire perdurer, elle va pas durer. Et donc ça va forcément entraîner des mouvements complexes dont on ne mesure pas aujourd'hui les... Mais il n'y a pas beaucoup d'alternatives sur la scène politique algérienne aujourd'hui visibles, évidentes. Et pendant ce temps-là, le principal intéressé, âgé de 81 ans, est hospitalisé en Suisse. Un court séjour pour effectuer des contrôles médicaux périodiques, nous dit-on. Les spéculations sur son état de santé vont bon train. Rappelons qu'il est l'ombre de lui-même depuis son accident vasculaire cérébral en 2013. Rosa, est-ce qu'on sait comment il va ? Non, on n'a pas d'informations précises sur son état de santé réel, sur ses facultés même. Il ne s'est pas adressé au peuple algérien depuis maintenant 2012, me semble-t-il. Donc c'est vraiment parmi les choses qui ont poussé à la mobilisation, c'est cette idée, on ne sait pas qui réellement tient les rênes du pouvoir. Le pouvoir algérien, c'est une boîte noire, obscure, dont les acteurs eux-mêmes ne savent pas forcément bien les règles. Mais là, on est encore dans une phase encore plus grave de confiscation du pouvoir. Sur la question de l'alternative, ce qui est en train de se passer en Algérie est tout à fait nouveau. On est sur un mouvement qui est pacifique, qui fait même du pacifisme une espèce de mot d'ordre. C'est très, très différent de ce qui a pu se passer en Libye ou même en Tunisie en 2001. On est dans une autre phase avec certainement des acteurs politiques nouveaux qui vont émerger. Moi, je crois qu'il y a tous les ingrédients en Algérie pour une transition démocratique ordonnée. Ce discours de la peur, il est manié par les autorités algériennes, où Yahya dit ça commence avec des fleurs, ça va se finir comme en Syrie. Et ça, c'est quelque chose auquel les Algériens répondent, mais non, ça peut se finir avec des fleurs. On a la possibilité d'aller vers une démocratie sans qu'il y ait d'affrontements. Ziad, je vois piaffer. Juste sur Bouteflika, pardon. C'est son petit nom, Bouteflika, c'est l'Algérie. C'est impressionnant quand on relit, quand on se replonge dans sa vie. Cet homme est pratiquement au pouvoir depuis l'âge de 19 ans. Au lendemain, il est dans la LN, il est déjà dans les premiers cercles de pouvoir de la LN. Donc toute sa vie, c'est l'Algérie. Il est le chef d'État qui a le plus été au pouvoir, plus que Boumedienne, plus que tous les autres, etc. Donc c'est pour ça que je parlais de la fin d'une époque. Cet homme incarne... C'est la fin de l'ère Bouteflika. Mais oui, mais l'ère Bouteflika, c'est toute l'ère depuis l'indépendance. Il a eu quelques années d'exil, mais en fait, il est là, au centre du pouvoir depuis... Il a été chef de la diplomatie, très longtemps. Chef de la diplomatie, le numéro 2 de Boumedienne. On l'a rappelé après, au moment où les choses se sont complètement déglingué, donc il est là. Ce qui sera plus compliqué à faire admettre à l'armée, c'est que ce serait la fin du contrôle de l'armée sur le pouvoir. Ça va être beaucoup plus difficile à faire admettre à l'armée algérienne. De son rôle, au moins d'arbitre, sinon... Un peu plus que d'arbitre. Un peu plus que d'arbitre. Oui, enfin, peut-être 2 points par rapport à ce que vous disiez sur l'armée. C'est vrai qu'on a une multiplicité d'acteurs, etc., mais on a un système qui est bien au fait de ses intérêts. Donc je pense qu'il faut nuancer sur la question des intérêts, l'armée, les grands chefs. Oui, enfin, suffisamment, ils sont tous suffisamment, à mon avis, au fait de leurs intérêts pour ne pas vouloir une déstabilisation majeure. L'autre point, c'est cette contestation qui est très urbaine. Quelle autre Algérie finalement? Parce que moi ça me fait aussi un peu penser, on parlait de la Tunisie, c'est pas le même scénario, hein, c'est pas un soulèvement violent où on veut renverser un régime, c'est plutôt une revendication d'ouverture et d'alternance au pouvoir. Avec, bon, évidemment, le flot de réformes qui devrait s'imposer derrière, mais on n'entend pas l'autre Algérie. Et cette autre Algérie, il y a quand même encore des soutiens à Bouteflika. Il y a encore quand même beaucoup d'Algériens qui, là, pour le coup, considèrent qu'une déstabilisation du système Bouteflika équivaudrait à exposer l'Algérie à ce qu'a connu la Libye. Rosa, je vous laisse réagir à ça. Alors, je suis d'accord avec ce que disait Ziad tout à l'heure. Ce qu'on est en train de vivre, c'est aussi un peu le contre-coup du choc baissier de 2014, lorsque les cours des hydrocarbures ont chuté. Il faut savoir qu'aux belles heures du pétrole cher, il y a eu une politique redistributive qui a été conduite par le gouvernement algérien, à viser aussi
clientéliste. C'était une façon d'acheter une forme de paix sociale, jusque dans le pays profond. Et aujourd'hui, la contestation, elle s'exprime à l'échelle de villes moyennes qui n'avaient pas forcément bougé ou dans lesquelles on n'a pas souvenir depuis longtemps d'avoir eu des manifestations. Je pense à des villes comme Adrar, dans certaines villes de l'Est, etc. Et il y a toute une série de mouvements de contestation qui existaient déjà dans le pays profond. Je pense au mouvement des chômeurs de Ouargla, au mouvement de contestation de l'exploitation du gaz de schiste, qui sont en train de converger dans une contestation proprement politique et jusque dans les campagnes. Parce que cette redistribution clientéliste de la rente, elle n'est plus tellement possible. Les Algériens ont vu dans la dernière période leur pouvoir d'achat chuter de manière vertigineuse et ça aussi, ça alimente la colère. Dernière chose pour conclure avec vous, on parlait de l'état de santé d'Abdelaziz Bouteflika. La date limite pour déposer les candidatures à la présidentielle, c'est dimanche à minuit. Est-ce qu'il y sera? Est-ce qu'il va déposer sa candidature? Il va pouvoir le faire? Ça paraît peu probable. Ça fait une semaine qu'il est hospitalisé en Suisse officiellement pour des examens médicaux. Il semblerait que ce soit ses proches, son clan qui déposent les signatures. De toute façon, il n'avait même pas prévu, le clan Bouteflika, qu'il puisse y avoir une campagne en tant que telle. C'est finalement ses proches qui auraient mené sa campagne pour lui en faisant déplacer le cadre de Bouteflika. Ça aussi, ça a fait partie du sentiment. Donc le cadre avec le cadre et la photo d'Abdelaziz Bouteflika en avion qui survole l'Algérie, c'était la proposition de campagne qui était faite. C'est un cadre qu'on a déjà exhibé dans des manifestations publiques et ça a vraiment suscité de la colère. Et ça pose pour terminer la question du décès d'Abdelaziz Bouteflika. S'il venait à décéder, qu'est-ce qui se passe ? Institutionnellement, je crois qu'il serait quand même obligé de repousser le scrutin. De toute façon, c'est un scénario qui, déjà aujourd'hui, est évoqué, l'idée d'un arrêt du processus électoral et d'un report de la date du scrutin. Et la présidentielle... En Algérie, déjà, les arrêts et les reports de processus... C'était pas le même contexte. Et la présidentielle qui est donc prévue normalement le 18 avril prochain. Si vous nous rejoignez maintenant, soyez les bienvenus dans Kiosque. On continue à passer en revue l'actualité de la semaine avec la politologue Myriam Benrad, Rosa Moussaoui de l'Humanité, Ziad Limam d'Afrique Magazine et Yann Mince d'Alternatives économiques. Que vont devenir les Européens partis faire le djihad? Cette question maintenant, il serait quelques centaines regroupés dans des camps dans l'est de la Syrie sous le contrôle des Kurdes. Que faire d'eux? Les juger sur place, les rapatrier? Avec le désengagement annoncé des Américains, la question est devenue cruciale. Cette semaine, la France a délocalisé 13 de ses épineucas en Irak. Depuis l'offensive contre Daesh, les forces kurdes ont arrêté des dizaines de combattants français. Selon des sources irakiennes, 13 d'entre eux ont été transférés de Syrie en Irak pour être jugés. Sans confirmer directement s'ils sont français, le président irakien reçu à Paris a expliqué pourquoi c'est l'Irak qui allait les juger. Ils sont accusés d'avoir commis des crimes contre des Irakiens, des installations irakiennes en Irak. Ils seront jugés selon la loi irakienne et c'est ce que permet le droit international. Hasard du calendrier ou négociations diplomatiques secrètes. Ce transfert vers l'Irak tombe en tout cas à point nommé pour la France. Les djihadistes n'auront pas à être rapatriés sur le sol français puisque l'Irak offre pour Paris un cadre juridique acceptable. Il relève d'abord des autorités de ce pays à qui il revient de décider souverainement s'ils doivent faire l'objet de procédures judiciaires sur place. Et ces personnes ont le droit de bénéficier de la protection consulaire. Et à ce moment-là, notre réseau diplomatique est ou sera mobilisé en ce sens. Quel sort judiciaire attend ces djihadistes? En juin 2018, la Française Mélina Bouguedir a été condamnée par un tribunal irakien à 20 ans de prison pour son appartenance au groupe État islamique. Elle purge actuellement sa peine dans une prison de Bagdad avec son bébé de 2 ans. Alors, est-ce qu'il faut rapatrier ces combattants occidentaux, souvent européens, ou les juger sur place, en Syrie ou en Irak? Est-ce qu'il y a une réponse à cette question, Myriam? Non, je pense pas, parce qu'en fait, on essaie de... Enfin, déjà, c'est pas un débat qui remonte à ces 13 djihadistes. Ça fait 2 ans qu'on évoque la question. Il n'y a pas de réponse simple. Bon, d'une part, on a la question de l'opinion publique en France. L'opinion publique française est majoritairement opposée au retour de ces djihadistes. En Europe, même globalement, il y a des... Alors, en Europe, oui, la classe politique est très divisée. Par exemple... Au niveau de l'opinion publique, il y a une opinion publique européenne qui est plutôt en général, en Europe, opposée. est opposée.
est opposé. Après, la classe politique, on a les mêmes oppositions, les mêmes débats sur, effectivement, par exemple, l'argument qui consiste à dire que les laisser dans la région, c'est prendre le risque qu'ils s'évadent, qu'ils préparent des attentats à distance. Bon, qu'on ferait mieux de les avoir à domicile, finalement, incarcérés en France ou ailleurs en Europe pour s'assurer de les avoir sous contrôle. On a en fait un certain nombre de djihadistes qui sont déjà rentrés, qui ont été jugés, qui sont incarcérés, qui purgent leur peine aujourd'hui. Alors, si on prend le cas de ces 13 djihadistes en particulier, ce sont a priori des djihadistes très dangereux. Il y a eu un accord passé au plus haut niveau entre la France et l'Irak pour qu'ils soient donc jugés et maintenus en Irak. Ça ne veut pas dire que c'est le cas pour tout le monde, parce que parmi les 150 djihadistes qu'on a annoncés il y a quelques semaines, on a une majorité de femmes et d'enfants qui seront rapatriés, les femmes jugées incarcérées, les enfants confiés. On a toutes sortes de scénarios. Donc, comme j'ai dit, c'est une question politique. Maintenant, sur l'opportunité, on peut en débattre en réalité, parce que considérer que des ressortissants français doivent nécessairement être jugés en France, c'est tout de même dénier une certaine forme de légitimité, je trouve, à la justice irakienne, par exemple, de juger aussi des gens qui se sont rendus coupables de crimes, d'atrocités sur le territoire irakien. Donc l'argument, je dirais que l'argument des Irakiens, il tient aussi, à mon avis. Mais très bien, qu'est-ce qu'on fait demain avec ceux qui seront jugés par la justice syrienne et torturés et condamnés à je ne sais quoi? Là, on a un problème, c'est pratique. On a trouvé l'Irak, dont on dit c'est un régime démocratique, c'est un état de droit. Alors sur la question de la peine de mort, on dit ah oui, mais si jamais il y a peine de mort, là on commencera à s'occuper d'eux. Parce qu'il y a peine de mort en Irak, il n'y en a pas en France. Voilà. En revanche, pour l'instant, ceux qui ont été condamnés, sauf erreur, ont été condamnés à perpétuité. C'est pas la peine de mort, donc on peut. Mais qu'est-ce qui se passe demain avec ceux qui sont en Syrie, qui vont être récupérés par Bachar el-Assad, parce que les Kurdes sont très capables de dire les Européens n'en veulent pas, les Américains n'en veulent pas. Moi, je les rends à Bachar el-Assad. Les relations entre le SDF, les forces démocratiques syriennes et l'État syrien seront suffisamment ambiguës pour qu'effectivement il le fasse. Qu'est-ce qu'on va faire à ce moment-là? Est-ce qu'on va laisser des Français se faire condamner, torturer, tout ce qu'on voudra, par un régime qu'on a, pendant des années, et à juste titre, qualifié de dictature sanguinaire? Moi, j'ai un problème avec ça. Rosa. Ce procès, il pose effectivement problème. D'abord, vous évoquez l'accord, mais quelles sont les contreparties? Le fait qu'on laisse juger en Irak des ressortissants français alors qu'ils peuvent encourir la peine de mort, ça va quand même à l'encontre d'un certain nombre de principes européens. Mais cette question va se poser assez massivement, puisqu'on sait que les forces démocratiques syriennes, les Kurdes, détiennent plusieurs milliers de djihadistes, parmi eux à peu près 900 Européens, une centaine de Français au sud de Hasaka. Et puis se pose aussi la question des femmes et des enfants, 2200 femmes et enfants, je crois. Sur cette question des enfants, il y a un vrai problème. Il y a des recours aujourd'hui qui sont déposés au niveau de l'ONU. Et finalement, il y a un discours très, très anxiogène qui a été tenu sur ces enfants en disant ce sont des bombes humaines potentielles, etc. Alors que ce sont des enfants qui auraient besoin d'un cadre éducatifs, qui ont besoin de protection et qui aujourd'hui sont complètement laissés à l'abandon. Alors Myriam, je vous laisse répondre, Isiane ensuite. Juste rapidement, enfin, on a différents cas de figure. La question des enfants, elle est vraiment, à mon avis, particulière. Après, la question des femmes, est-ce qu'elles ont participé ou pas? Là, on a un paysage qui est quand même assez ambigu, parce que certaines, en fait, ont eu un rôle beaucoup plus important que ce qu'on a dit. Mais pour vous répondre sur les contreparties, c'est très simple. À mon avis, enfin, c'est ce qu'on lit et c'est ce que beaucoup d'experts irakiens disent. Les contreparties, elles sont militaires. C'est-à-dire qu'en confiant 13 djihadistes à la justice irakienne, la contrepartie, c'est une aide militaire accrue de la part de la France, qui est engagée en Irak, qui va apporter plus d'expertise aux Irakiens. Sur la question de la peine de mort, elle n'est pas pratiquée. Et à mon avis, c'est ma supposition, il y a eu un accord pour qu'on ne condamne pas à mort des ressortissants français. C'est un peu inquiétant sur l'indépendance de la justice irakienne. Ah mais attendez, je ne fais pas l'éloge de la justice irakienne. Je dis simplement que ça arrange tout le monde quelque part. C'est ce qui s'est passé. C'est pas une question. Qu'est-ce qui se passera en Syrie? Est-ce que la France, l'Europe se défausse dans ces cas-là sur un État tiers? Ce qui est très compliqué dans cette affaire, d'abord, c'est qu'il y a, comme vous l'avez dit tous, il y a une opinion publique qui est massivement, c'est pas 1 ou 2 ou 3, c'est 65-70% de la population française, c'est la même chose en Angleterre, c'est la même chose, massivement contre le retour des djihadistes, y compris de leurs femmes et y compris de leurs enfants. Donc on voit bien qu'on a affaire à quelque chose de très répulsif dans la société, et il faudrait un pouvoir politique qui ait énormément de courage en ce moment, surtout en ce moment où il est empêtré entre le grand débat, les gilets jaunes et je ne sais quoi d'autre, pour dire je vais au-delà. La deuxième chose, c'est que je pense qu'il y a beaucoup de cas, il y a beaucoup de zones d'ombre, de zones grises. Enfin, tous ne sont pas des djihadistes tueurs assassins. Certains le sont, certains le sont moins. Certains étaient N, d'autres étaient N-1, N-2, N-12. Vous avez dit qu'il y avait des femmes qui étaient particulièrement actives, comme il y a des femmes qui l'ont probablement été pas du tout, qui ont été embringuées dans cette histoire. Et puis le cas des enfants, qui est quand même un cas
qui relève quand même, j'allais dire, de la responsabilité collective d'un pays. On ne peut pas dire les enfants ne sont pas les miens. Ça, c'est la responsabilité de la France, c'est la responsabilité de la Grande-Bretagne, c'est la responsabilité de l'Allemagne, etc. Donc ça, c'est un. Il y a un autre point qui est important, c'est que si on veut aller au fond de cette histoire, est-ce qu'il vaudrait mieux pas mener des procès en France? Oui. Parce que moi, qu'est-ce qui va se passer en Irak? Ça pose la question aussi de qu'est-ce qu'on sait de ces personnes-là, c'est ce que je vous dis. Les procès en France, en dehors du fait qu'ils seraient porteurs d'un risque à terme d'évasion ou de je ne sais quoi, permettrait à la France, à l'opinion publique, d'entendre, d'écouter qu'est-ce qui s'est passé. On a quand même une justice relativement fonctionnelle. Et après, je m'arrête. On parle beaucoup de la France, pas beaucoup des Anglais. On pourrait parler des milliers de Tunisiens, de Marocains, de toutes sortes de gens du monde entier qui sont un peu paumés dans ces régions, qui ont été faits prisonniers, etc., et dont la gestion, elle aussi, s'annonce. Je pense que c'est un problème dont on va entendre parler pendant des années. Ce qui est frappant dans cette affaire, c'est la cacophonie européenne. En fait, tous les pays concernés partent un peu en ordre dispersé. Une fois que Trump a demandé aux Européens de reprendre leurs djihadistes dans le sillage de l'annonce du retrait américain, les réponses ont été très différentes. La France, là, on le voit avec ce procès, se défausse et puis ça l'arrange un peu. Les Allemands ont dit d'accord, on veut bien les juger, mais leur rapatriement va être compliqué. Les Britanniques disent on n'en veut pas, ils doivent être jugés là où les crimes ont été commis. Et je crois que là, un des problèmes, c'est aussi l'absence de stratégie européenne cohérente en la matière. Les Britanniques ont même fait pire, parce qu'ils ont retiré la nationalité à une jeune femme. Ils ont créé d'un apatride. C'est vrai que c'est une jeune femme qui ne se repent de rien. Et interdite de retour même. Mais du coup, ils lui ont trouvé une double nationalité bangladeshie qui évidemment n'existe pas, et ils lui ont retiré la britannique. Là, on est vraiment dans l'absurdité. On est dans un pays qui refuse ses propres ressortissants. Mais je pense qu'il faut replacer ça par rapport à... On a beaucoup entendu l'argument qui consiste à dire qu'on aurait intérêt effectivement à les juger, pas seulement d'ailleurs pour les avoir incarcérés sur notre territoire, mais pour les entendre. On a même eu l'idée d'un débat national, savoir pourquoi. Mais moi, j'ai l'impression en France qu'on est dans une phase où beaucoup de gens... victimes directes, indirectes, ou la société au sens plus large, les gens veulent passer à autre chose. On a vraiment l'impression on veut clôturer un chapitre. Je ne crois pas que vraiment la société française, au-delà des experts, des gens qui s'intéressent à la question, ont envie d'entendre ce qu'ils ont à dire. Tout le monde est d'accord avec ça, c'est intéressant le point que vous soulevez. Il y a ce rejet, puis il y a ce traumatisme quand même aussi encore de ce qui nous est arrivé. Donc, en tant qu'expert, vous êtes d'accord avec Myriam, les Européens n'ont plus envie d'en entendre parler, on est passé à une autre étape en Europe. Les gens n'ont plus envie d'en entendre parler, la douleur des attentats, que ce soit en France ou au Royaume-Uni, etc., est très vivace. Il y a un ressentiment, j'allais dire, une blessure qui est totalement ouverte, et on le voit même sur des aspects complètement, j'allais dire, parallèles, banals, comme le hijab de Décathlon. On voit bien à quel point tout ça est très éruptif. Mais en même temps, à quoi ça sert la justice dans un pays démocratique si c'est pas pour être là, dans ces dossiers extrêmement complexes, pour essayer de poser les éléments d'une justice. Et comme je vous l'ai dit, on va en entendre parler pendant des années. Donc les premiers seront peut-être jugés en Irak et les autres. Je crois que dans le cas de la France, il y a aussi une forme d'embarras. Souvenez-vous, au début de la militarisation de la révolte syrienne, du conflit en Syrie, on a laissé partir sciemment un certain nombre de jeunes gens qui ont rejoint des groupes armés à l'époque, pas forcément d'ailleurs au départ l'État islamique qui n'était pas encore implanté en Syrie, mais on a laissé partir massivement des jeunes gens. Et aujourd'hui, je crois qu'il y a cette forme d'embarras sur ce qu'ils ont pu devenir, et on a peut-être pas tellement envie d'en entendre parler à cause de ça. Yann, pour conclure, il y a sur le terrain, toujours en Syrie, la bataille de Barouz qui se poursuit. On en est où? On parle de la fin du groupe État islamique. La fin de la partie territoriale de l'État islamique, la fin de l'État islamique comme autre chose qu'un mouvement terroriste et de guérilla. L'erreur tactique de l'État islamique, c'est l'erreur tactique qu'avaient déjà fait d'autres mouvements djihadistes, plutôt affiliés à Al-Qaïda, c'est d'avoir voulu contrôler un territoire. C'était contraire à ce que disait Ben Laden au début. Ne contrôlez pas un territoire, vous aurez à le gérer. Là, ils ont conquis un territoire, ils ont eu affaire à une offensive militaire classique. Mais maintenant, ce qui va devenir l'État islamique, ça, alors là, honnêtement, personne n'en sait rien. Et notamment de la partie irakienne, il faut quand même se rappeler que c'est parti d'Irak, qu'ils ont encore des activités en Irak, et notamment des activités terroristes. Très rapidement, ils sont conclure sur cette question. Ils étaient auparavant, c'est-à-dire une insurrection. Hein, parce qu'en fait, la partie 2014, chronologiquement 2014-2017, c'est un épisode où ils arrivent à mettre en pratique leur projet, à établir ce proto-État. Mais sur le temps long, c'est une insurrection armée. Et l'État islamique, le groupe État islamique qui existe toujours. Le président Emmanuel Macron, pour être complet, a annoncé qu'il se rendra en Irak d'ici à la fin de l'année pour apporter le soutien de la France à la reconstruction du pays. L'opération a mis Paris en rogne. L'État
néerlandais a racheté en bourse 14% du capital de la compagnie aérienne Air France-KLM, soit presque autant que la France, sans prévenir ni le conseil d'administration, ni Paris. Le gouvernement français n'a pas été informé de cette décision et de sa mise en œuvre. J'en prends note. Il appartient maintenant au gouvernement néerlandais de clarifier ses intentions. Opération néerlandaise opportunément baptisée Hexagone. La France a raison d'être énervée, Yann ? Disons que ce n'est pas hyper fair-play entre deux pays membres de l'Union européenne, effectivement. Maintenant, est-ce que la façon dont la France, l'État français, influence les décisions au sein de Air France-KLM, est-ce qu'elle est très fair-play ? C'est ça la question. Moi, ça ne me choque pas que deux États dont des compagnies sont impliquées veuillent être présents dans le capital. Ou alors, il faut que la France se retire en disant « nous non plus, on n'y va pas » et c'est complètement privatisé. Ce que la France n'est absolument pas prête à faire. Donc, Air France, dans la tête des gouvernements français, c'est la France. Il se trouve qu'il y a marqué KLM derrière et que les Hollandais disent « ben non, pas seulement ». D'accord, la manœuvre n'est pas hyper fair-play, mais le résultat, c'est que vous avez deux États impliqués qui considèrent que ces compagnies sont importantes, qui ont des intérêts et qui répondent à leur opinion publique. Parce que c'est aussi par rapport à l'opinion publique néerlandaise que le gouvernement des Pays-Bas a agi. C'est fascinant, ces histoires entre entreprises qui parlent des histoires entre États. Ça me fait penser... toute proportion gardée à Renault-Nissan, mais c'est un peu la même dialectique. On a deux pays amis qui font partie de l'Union européenne, etc. Et on sort les couteaux dans le dos parce que là, on est dans les entreprises qui sont tellement porteuses. Juste pour rappeler quand même que dans le cas de Air France-KLM, à l'origine, c'est KLM qui est sauvé par Air France. Il ne faut pas l'oublier, on a racheté une compagnie qui était raide morte. Et donc on l'a racheté, on l'a reconstruit. Alors il se trouve qu'on l'a tellement bien retapé et il se trouve que les Hollandais étaient tellement malins pour maintenir des zones d'indépendance dans le groupe qu'ils ont maintenant une compagnie qui est plus profitable que Air France, où le cash, enfin, c'est-à-dire la partie profit amenée par KLM est 3 fois celle que amène Air France. Donc il y a une espèce de ressentiment qui est de dire vous êtes les patrons officiels, mais c'est nous qui amenons le blé, l'oseille. Donc bon, il va falloir qu'on discute. Mais comme on ne va pas discuter, on va vous faire un coup à l'ancienne, en bourse. Comme ça, vous verrez rien. Tout ça est assez fascinant. Ça vient aussi au moment où Air France, pour la première fois, nomme un patron qui n'est pas un patron du sérail français, qui arrive avec ses méthodes en disant « faut intégrer ces deux compagnies, parce que c'est pas possible sinon ». Et là, c'est la révolution, le nationalisme se réveille avec ça. Moi, je pense qu'ils vont trouver un accord, parce que ça reste malgré tout une question de vie ou de mort pour les deux entreprises. Il suffirait que le débat se dérape trop pour que les deux entreprises soient pénalisées fortement. Pour rebondir là-dessus, 2018, résultat d'exploitation de plus de 1,3 milliard d'euros. KLM a réalisé environ 80% du résultat du groupe. Anne. Bah oui, c'est-à-dire que c'est ce que disait Ziad. C'est-à-dire qu'effectivement, en 2004, c'était par terre, et là maintenant, ça va beaucoup mieux. En plus, les Hollandais ont été quand même assez choqués par tous les feuilletons en France, avec ce type qui se fait arracher sa chemise, le référendum d'entreprise, etc. Tout ça, ça faisait quand même les grèves, un peu chiant-lit. Plus les grèves, ça faisait un peu chiant-lit, vu du côté des Pays-Bas. On dit, c'est quoi cette gestion un peu catastrophique? Donc, effectivement, maintenant... De fait, si jamais ils ne s'entendent pas Air France-KLM, ça va faire les affaires de qui? Ça va faire affaire de Lufthansa et de ses associés, ça va faire des affaires d'autres compagnies, de la British, donc British Airways, Iberia, etc. Donc effectivement, ils ont intérêt à s'entendre. Je disais, la manœuvre n'est pas hyper clean, mais en même temps, jamais la France ne dirait je me retire de cette histoire. Parce qu'après tout, on pourrait dire c'est une compagnie privée. Institutionnellement, Air France a encore quelques cartes, ils ont double droit de vote, etc. Donc ils ont encore une marge de manœuvre. En fait, on a oublié que c'était un seul et même groupe, mais que les deux compagnies continuent à avoir des intérêts divergents. Il y a des rivalités sur le rôle de hub de l'aéroport Charles de Gaulle ou l'aéroport d'Amsterdam, des rivalités aussi sur la question de la gouvernance. Moi, ce qui me frappe dans cette affaire, c'est comment le gouvernement a l'air de tomber du haut de l'armoire. Emmanuel Macron, Bruno Le Maire, qui découvrent ça, qui sont très choqués, etc. Un peu comme dans l'affaire de Ford-Blanquefort, lorsque Emmanuel Macron avait fustigé le cynisme de Ford. On voit là qu'il n'y a quand même pas de stratégie industrielle très cohérente. Je ne pense pas que ce soit une question de stratégie. C'est cette idée chez les gouvernements français que la France est plus important, que c'est plus grand, que c'est plus fort, et que les petits Pays-Bas doivent nous obéir. C'est tout. Je crois vraiment que c'est la relance française classique. Myriam. Oui, enfin, je pense qu'il y a une forte dimension, effectivement, comme vous le disiez, souverainiste, voire nationaliste, mais enfin, ça va dans les deux sens, pour le coup, à la fois du côté français et néerlandais. Et puis ça renvoie aussi à ce montage. Air France-KLM, c'est un montage bien particulier si on le rapporte aux fusions, par exemple, nord-américaines. On n'est plus sur une alliance. Et effectivement, les Néerlandais ont fait un coup de poker qui déplaît fortement aux Français. La méthode, cela étant, est critiquable. Moi, je comprends l'agacement du côté français parce que...
ça s'est fait de manière assez brutale. Et puis après, il y a aussi toutes les questions de la stratégie finalement néerlandaise aussi. Est-ce qu'il y a un projet de rapprochement avec d'autres acteurs? On parle beaucoup de Delta Airlines. Est-ce qu'il y aurait eu d'autres manœuvres qui impliquent d'autres actionnaires? C'est peu clair, mais... Yann, là-dessus, peut-être? Non, c'est la question, c'est la privatisation de l'aéroport de Paris aussi qui inquiète les Hollandais, parce qu'ils se demandent qu'est-ce qui va devenir de cet aéroport, qui est-ce qui va prendre le contrôle, au bénéfice de qui? Est-ce que ça va être au bénéfice d'Air France? Et effectivement, en ce cas-là, c'est Schiphol, l'aéroport d'Amsterdam, qui va être lésé. Là, il y a du coup, du côté gouvernement français, puisque c'est le gouvernement français qui va absolument privatiser l'aéroport de Paris, là, il y a une stratégie qui n'est pas très évidente et pas très lisible pour KLM. Ce qui est fascinant dans ce business, c'est que les aéroports sont presque devenus plus importants que les avions. C'est-à-dire la plateforme, le hub, la puissance d'une plateforme est devenue essentielle au business model. Et ce qui angoisse visiblement les Hollandais, c'est les plans d'Air France pour Schiphol. Et Schiphol, c'est le cœur de la Hollande. Enfin, vous habitez en Hollande, c'est vraiment... on a les bijoux de la couronne. Et il y a des vrais problèmes, donc il y a des vrais problèmes qui se posent. Mais du côté néerlandais, il est vrai qu'à mon avis, il y avait une forme d'anxiété, mais qui remonte en fait à ce rapprochement avec Air France sur la préservation de Schiphol, sur la question des personnels aussi de KLM. Donc là, quand même, les Néerlandais sont dans une logique que je qualifie pour ma part de nationaliste. Et puis on voit la difficulté en Europe à créer des champions européens. C'est-à-dire soit ça vient de rivalité nationale, soit ça vient de la Commission européenne qui dit « Ah mais non, parce que si vous faites une fusion, du coup, vous allez avoir une position dominante. » Et ils disent « Mais non, mais de position dominante en Europe, oui, mais dans le monde, on sera toujours des nains. Et on voit bien à quel point, pour cette Europe, c'est compliqué de dire il y a des entreprises européennes qui ont un ADN européen. Mais parce que derrière, les emplois sont nationaux et que les gouvernements réagissent par rapport aux emplois chez eux. On le voit bien dans les industries de défense, dès qu'il s'agit de rapprocher des industries, ah non, on va perdre nos emplois, on va perdre le savoir-faire, on n'aura plus la R&D chez nous, etc. Ce qui ressort aussi, on va terminer là-dessus, c'est peut-être aussi une différence culturelle entre la méthode française plus étatiste, les ultra-libéraux hollandais néerlandaise plus libérale. Les ultra-libéraux hollandais qui utilisent l'argent de l'État pour régler un compte de pouvoir avec la France, excusez-moi, je ne vois pas où est l'idéologie. C'est un pays ultra... Je ne parle pas d'idéologie, je parle de deux façons de faire qui sont différentes. Est-ce que c'est ça qui ressort aussi? Les capitalistes sont libéraux quand ça les arrange et quand ils ne sont pas, ils deviennent plus... Rosa? Je crois qu'il y a des dogmes qui volent en éclats, mais depuis 2008 et la crise, beaucoup de dogmes volent en éclats. On a vu des libéraux, par exemple, en Grande-Bretagne, remettre de l'argent public dans des banques en difficulté. Et effectivement, dans ce contexte de crise, il y a beaucoup de choses qui bougent, quoi. C'est vieux comme le monde. Alain Madelin était ministre de l'Industrie dans les années 80. Il aidait beaucoup l'industrie française. Donc ça, c'est un vieux machin, ça. On va conclure cette émission. Il n'y a plus de différence. Il n'y a que de l'argent et des intérêts. Vous êtes désabusés. Voilà, c'est vendredi. On va terminer cette émission comme toujours avec Dilemme. Dilemme qui a fait un carton cette semaine, Rosa, en Algérie. Ces dessins ont beaucoup circulé. Mais là, on a fait pour nous aujourd'hui, on va les regarder. Il revient évidemment sur cette actualité en Algérie avec l'appel à manifester. C'est sur les réseaux sociaux que ça se passe. Regardez ce policier dépassé face à un mur avec une ouverture en forme de F. Le F de Facebook. Pour ces manifestations en Algérie, des mesures de sécurité exceptionnelles sur la rive nord de la Méditerranée en France, alors que sur la rive sud, vision de chaos et de colère. Donald Trump, cette fois, escroc, raciste, tricheur, oui, mais j'ai aussi quelques défauts, note un président américain apparemment flatté. Il s'est fait démolir cette semaine dans ce portrait au vitriol de son ancien avocat Michael Cohen, entendu au Parlement. Donald Trump, qui cette semaine aussi s'est rendu à Hanoï rencontrer Kim Jong-un. Le sommet a fait un flop, faute d'accord, mais les deux dirigeants font lever de la victoire, le Nord-Coréen, en profitant pour faire des oreilles de lapin à son homologue américain. Yann, on a plutôt tendance à dire que Donald Trump sort perdant de ce face-à-face, mal préparé, naïf. Rapidement, un commentaire là-dessus. Ça a toujours été assez compliqué pour lui, parce qu'il part du principe qu'il doit y avoir une dénucléarisation complète de la péninsule, et je ne crois pas du tout que Kim Jong-un ait l'intention d'abandonner tout son arsenal nucléaire. Peut-être le geler au mieux et en échange d'une levée de sanctions, mais s'en débarrasser, non, c'est la survie de son régime qui est en partie, de son pays, et de son régime qui est en partie en jeu. Je ne vois pas pourquoi il s'en débarrasserait. Non. Le petit Nord-Coréen plus fort que le grand Américain, Ziad? C'est ça l'image qui en ressort aussi. Mais les Américains sont fort tout court. Après, il faut qu'ils aient des présidents suffisamment... Bon, ceci dit, il y a la détente,
Il se serre la main, il se menace plus. D'une certaine manière, on n'est plus réveillé au son du canon. Je vais vous envoyer des missiles, vous êtes Rocketman. Enfin bon, c'est déjà. Trump a même dit qu'ils étaient tombés amoureux l'un de l'autre au précédent sommet. Bon, la lune de miel est visiblement terminée. On termine avec le dernier dessin de Dilemme, la fin du sommet sur la pédophilie et les abus sexuels au Vatican. Et ce prêtre face à un petit garçon à marteau à la main, il porte autour du cou ce panneau: en cas d'agression, brisez le silence. Merci Dilemme, merci à vous quatre. Merci à vous tous qui nous regardez aux quatre coins de la planète comme toujours. Je vous donne rendez-vous vendredi prochain. À bientôt.